Et puis, alors vous pourrez poser des questions, bien sûr, tout au long de ce webinaire. Et je vous demanderai simplement d'utiliser le module questions-réponses que vous avez, plus que le chat. Donc, Véronique Roll, ici présente, va trier et sélectionner les questions, et puis on va pouvoir y répondre plutôt à la fin. Voilà. Donc, en introduction au propos du docteur Savatier, je vais d'abord parler un petit peu de ce que c'est que le travail de nuit. Qu'est-ce qu'on entend par travail de nuit? Et je parlerai plutôt de rythme de travail atypique, parce que on est au-delà des simples horaires de nuit. En effet, bien sûr, les responsables d'entreprise sont assez prolixes et inventifs pour créer des rythmes de travail assez différents. Donc, je vais faire un petit peu l'état des lieux de ce qu'est le travail atypique en France. Et après, on parlera 2-3 mots de législation. Vraiment, on va survoler parce qu'elle est assez complexe. Puis après, je laisserai la parole donc, au docteur Savatier. Alors, les chiffres que l'on a viennent de Santé publique France, qui avait, en 2013, elle a publié des chiffres qui font état de 4,3 millions de salariés qui sont concernés peu ou prou par le travail de nuit. Ça représentait, à l'époque, 16% des actifs. Les chiffres précédents dataient de 23 ans auparavant et on était à 3,3 millions. Donc, on avait une augmentation quasiment de 30% en 23 ans. Le chiffre de 4,3 millions a été confirmé par l'enquête Summer qui a eu lieu en 2017. Et je fais un petit aparté sur l'enquête Summer, qui est une enquête très importante, qui est pilotée par le ministère de la Santé, du Travail, pardon, et qui consiste à interroger les salariés à différentes périodes. Là, ça tombe sur des périodes d'à peu près de 7 ans. Tous les 7 ans, on refait cette enquête et on questionne les salariés sur leur risque professionnel dans la semaine qui a précédé. Et là, pour 2017, on a été 1250 médecins du travail avec nos équipes, puisqu'on a aussi nos infirmiers qui ont participé très largement. Et nous avons interrogé en France 26 000 salariés, donc qui représentent les 25 millions d'actifs, et qui étaient dans tous les secteurs, aussi bien privés que publics, les intérimaires, enfin tous les secteurs étaient représentés. Voilà, donc c'est une grande enquête nationale à laquelle on participe. Voilà, donc je m'appuierai sur les chiffres de 2017 tout à l'heure quand je parlerai du travail, des rythmes de travail atypiques. Alors bien sûr, quand on parle des travailleurs de nuit, il faut distinguer les travailleurs de nuit réguliers, habituels, des travailleurs de nuit occasionnels. Et quand on compare les deux chiffres de 90 et de 2013, c'est le nombre des travailleurs de nuit habituels qui a le plus augmenté durant les 23 ans qui sont écoulés. Il a plus que doublé, puisqu'on est passé de 800 000 à 1 900 000 salariés. Et si on regarde le secteur tertiaire, qui est celui qui a le plus recours au travail de nuit, il a triplé. Donc, on a une forte augmentation du travail de nuit chez les salariés. Et cette augmentation est particulièrement marquée chez les femmes. On pense qu'il y a quand même une avancée sociale qui est en cause. Enfin, avancée sociale, je le mets entre guillemets, puisqu'en 2001, il y a une loi de 1892 qui leur interdisait l'accès au travail de nuit dans l'industrie qui a été abolie, sous prétexte de l'égalité homme-femme au travail. Donc, ça n'a pas toujours que des avantages. Alors, dans le rythme de travail atypique, de quoi parle-t-on? Déjà, quelle est la définition? Eh bien, il n'y a pas de définition de travail atypique, vraiment. On n'a qu'une définition du travail standard. Donc, comme dirait M. de la Palisse, le travail qui n'est pas standard, c'est du travail atypique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce cadre de travail standard? C'est un travail de 8 heures dans la journée, sur une plage horaire de 7 heures à 20 heures à peu près, avec une pause méridienne à peu près de 2 heures, ou un peu moins, ou moins de 2 heures, avec un arrêt pendant les week-ends, les samedis et dimanches, donc 5 jours sur 7. Voilà, ça c'est le cadre du travail standard, tout ce qui sort de ce cadre. On appellera ça du travail atypique, aux horaires atypiques. Alors bien sûr, il y a plusieurs types de rythmes atypiques de travail.
Et donc, je vais vous en donner quelques exemples et je vais m'appuyer sur les chiffres de l'enquête Summer pour illustrer les propos. Alors d'abord, on parle de travail long avec une durée hebdomadaire de travail de plus de 40 heures. Ça, c'est en France. En Europe, c'est plus de 48 heures. Donc, dans cette catégorie, on trouve le travail, le poste long, qui est un poste de plus de 8 heures. Hein. Donc, notamment, on trouve ça dans les 2 fois 12 heures qu'on voit beaucoup dans le milieu de la santé, hein, qui sont très friands des 2 fois 12 heures. Et ça, donc, ces postes longs sont, on va dire, imposés par la structure. Et puis, il y a aussi également les longs horaires de travail. C'est-à-dire que, notamment chez les cadres, on le retrouve beaucoup, c'est du travail qui est imposé, mais ce n'est pas imposé, pardon, c'est plutôt l'usage qui fait, et la charge de travail qui fait qu'on augmente nos horaires de travail. Hein. Donc, le travail souvent prolongé au-delà de l'horaire officiel, on est quand même à 6,5 millions de salariés évalués, puisqu'on était à peu près un quart de notre population testée. Voilà, ça c'est pour le travail long. Ensuite, il y a le travail de week-end, bien sûr, et on leur demandait aux salariés s'ils travaillaient au moins 10 dimanches par an, et on avait 20% des salariés qui travaillaient au moins 10 dimanches par an, et 26% qui travaillaient au moins 20 samedis par an. Donc, c'est assez important. Ensuite, on a les horaires imprévisibles de travail. C'est-à-dire qu'on leur demandait, est-ce que vous connaissez les horaires que vous ferez la semaine prochaine? Eh bien, il y avait quand même 8,5% des gens qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas les horaires de la semaine qui suivait. Et puis, on avait des horaires variables d'un jour à l'autre. Alors là, on est à 24%. Alors, bien sûr, il y a des chevauchements dans les différentes populations. Il ne faut pas additionner les pourcentages. Hein. Il y a des gens qui appartiennent à plusieurs catégories. Ensuite, autre horaire atypique, ce sont les horaires avec des coupures. Les coupures, c'est qu'on a 2 tranches horaires qui sont espacées d'au moins 3 heures dans la journée. Alors, on trouve ça beaucoup dans le nettoyage, où ils commencent tôt le matin et finissent tard le soir, avec une grande coupure entre les deux. Dans la restauration, bien sûr. Dans les supermarchés aussi, pas mal. Hein. Aux caisses de supermarchés, c'est assez fréquent. Et là, ça représente quand même quasiment 10% de la population qui a un travail coupé d'au moins 3 heures dans la journée. Le travail d'astreinte. Donc, l'astreinte, c'est une mise à disposition du salarié en dehors de ses heures habituelles de travail. Voilà, ça représente quand même pas loin de 10% des salariés. Et puis, bien sûr, il y a le travail posté. Alors, le travail posté, là, on ne fait pas référence aux horaires de travail, hein, puisqu'on fait référence au poste en lui-même. Et c'est un poste de travail sur lequel une équipe travaille selon un rythme rotatif. Donc, il y a plusieurs types de travail posté. Il y a le travail posté, ce qu'on appelle le discontinu, c'est-à-dire que les machines s'arrêtent en fin de journée et le week-end, c'est ce qu'on appelle le 8, hein, globalement. Il y a le semi-continu où la machine s'arrête au moins le dimanche, voire le samedi. On est en 3-8 ou en 4-8. Et puis, il y a le continu, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et là, on est dans du 5-8. Et puis, bien sûr, ce poste, il y a des équipes qui alternent, et donc ce qu'on appelle des équipes alternantes, ou pas, elles peuvent être fixes aussi. Et voilà. Le travail posté en équipe fixe représente quand même 6,5%, 1 600 000 personnes qui sont en équipe fixe. Ils ne travaillent que de nuit, que du matin, que de l'après-midi. Et puis, bien sûr, on a les autres travails postés. Alors, ils sont alternantes. Et là, sur le poste de travail, les équipes alternent, soit un coup du matin, de l'après-midi ou de nuit. Et là, ça représente à peu près 10% si on cumule les deux, parce que, voilà, bon, je pense qu'on peut cumuler les deux là, pour ces deux items. Voilà. Alors, et puis, bien sûr, il y a le travail de nuit à proprement parler, où là, on a demandé aux gens s'ils travaillaient occasionnellement ou plus de 45 nuits par an, entre 0h et 5h du matin. Et là, on a quand même des gens occasionnels, c'est quand même 15% quasiment de la population. C'est pas négligeable. Et de manière régulière, 5%. Voilà. Donc, ça, c'est pour les chiffres. Je ne vous en donnerai pas plus. Mais voilà, c'est pour donner un petit peu une idée de l'ampleur du travail de nuit. Alors, au niveau de la législation,
Le travail de nuit, bien sûr, est défini dans le Code du travail. Il s'agit de tout travail effectué entre 21h et 6h du matin. Et le Code du travail définit également le travailleur de nuit, qui lui est défini par tout travailleur qui accomplit une partie de son travail entre 6h et 21h, mais avec 2 jalons qui sont au moins 3 heures 2 fois par semaine de manière habituelle. Voilà, au moins 3 heures dans ce créneau-là, 2 fois par semaine, ou alors 270 heures sur 12 mois. Et en même temps, le Code du travail a donné possibilité de moduler ces bornes-là et les conventions collectives, les accords de branche, les accords d'entreprise peuvent moduler ces bornes-là dans les limites de garder absolument une tranche horaire qui est obligatoire, qui est la tranche entre 0h et 5h du matin. Donc, dans tous les accords, la tranche 0h et 5h du matin est considérée comme travail de nuit. Et puis, il y a des accords où le travail de nuit commence à 23h et d'autres où ça va jusqu'à 8h du matin, 7h du matin. Voilà. C'est très variable et donc on ne peut pas connaître tous les accords qui existent. Le Code du travail stipule par ailleurs, et je vais vous laisser apprécier, que le travail de nuit doit rester exceptionnel et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et de service. Voilà. Donc, je vous laisse apprécier au vu des chiffres que l'on a de personnes exposées au travail de nuit. Alors, le Code du travail a aussi cadré très largement les conditions dans lesquelles on peut instaurer du travail de nuit en entreprise. Alors là, c'est le parcours très complexe que l'employeur doit faire avec demander des avis à beaucoup de gens et motiver justement pour dire que c'est absolument indispensable à la bonne marche. Donc, c'est assez compliqué. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et simplement, le législateur a également prévu pour le travailleur de nuit, parce que c'est surtout de lui dont on parle, plus que du travail de nuit, des compensations. Donc, en termes soit de temps de travail maximum, soit de rémunération, bien sûr, parce qu'on gagne un peu plus en travaillant de nuit, des repos compensateurs, du suivi médical avec la santé au travail, et puis des aménagements de poste possibles ou des possibilités de se remettre de jour dans certaines circonstances. Voilà. Donc, le Code du travail a prévu tout ça. Donc, voilà, j'ai surtout survolé la partie législative et donc maintenant, on va pouvoir aborder la partie médicale. Et donc, je vais vous laisser la parole au docteur Savatier. Voilà, je vous laisse aussi la commande. Merci. Merci, bonsoir à tous. Donc, comme le docteur Roll m'a présenté, je suis Rime Savatier, je suis médecin à l'hôpital privé Eure-et-Loir. Je m'occupe avec un collègue du service de médecine polyvalente et je suis la responsable de l'unité de médecine de sommeil où je partage l'activité avec 2 de mes collègues qui sont le docteur Alji Jacli qui est le pneumologue et le docteur Georges Dib qui est l'ORL avec bien évidemment une infirmière technicienne du sommeil. Je voulais remercier mes collègues du Sistel de m'avoir donné l'opportunité de parler d'un sujet qui me passionne qui est le sommeil. Et puis, remercier aussi le reste de l'équipe du Sistel pour cette excellente organisation, malgré tous les aléas qu'on a vécus l'année dernière à cause de cette pandémie du Covid-19. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi? Non? Ok. Attendez. C'est bon. Tac. Voilà. Donc, je défile. Voilà, c'est bon. Okay. Donc, le sommeil, nous passons tous à peu près le quart, voire même le tiers de notre vie à dormir. Pour différentes raisons qu'on verra tout à l'heure. Hein. Le sommeil n'est pas qu'une question de paresse comme on le pensait et comme beaucoup de gens le pensent aujourd'hui.
C'est quelque chose qui est utile à notre santé, à notre intellect et à notre psychisme aussi. Le sommeil est défini comme étant la diminution de l'état de la conscience qui sépare deux périodes d'éveil, une diminution qui est à la fois réversible, naturelle et périodique, de la perceptibilité du monde qui nous entoure, tout en conservant une réactivité et nos fonctions végétatives. Bien évidemment, la réactivité, c'est ce qui nous diffère le sommeil du commun, et les fonctions végétatives qui diffèrent tout simplement le sommeil de la mort. C'est également la diminution du tonus musculaire, et pour ceux qui font de la médecine du sommeil et notamment des enregistrements, cette notion est importante pour définir certains stades de sommeil et des maladies qu'on pourrait observer pendant le sommeil. L'activité cérébrale est également variable puisque ça passe par différents stades, de l'endormissement à un sommeil un peu plus profond, beaucoup plus profond, et puis le passage par le sommeil, le fameux sommeil paradoxal dont on parle beaucoup et de plus en plus, et puis par la suite des multiples éveils la nuit, puis le réveil définitif le lendemain matin, et normalement on devrait être en forme si on a bien dormi. Aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de personnes souffrent de troubles de sommeil, et on les estime aujourd'hui en France à environ 60%, qui est quand même énorme. Ça comprend les troubles du sommeil qui sont aigus, mais aussi 15 à 20% se plaignent de troubles de sommeil chroniques, et notamment d'insomnie chronique. Quand on parle de sommeil, il faut commencer par comprendre ce que c'est que le sommeil, pourquoi on dort, que se passe au niveau de notre organisme pour qu'on puisse dormir. Et quand on parle de sommeil, le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est la chronobiologie du sommeil. Et tout simplement, c'est la mise en état de notre corps pour nous permettre de vivre dans la journée, de dormir le soir, de faire nos activités. Et c'est quelque chose qui va impliquer différents rythmes biologiques. On entend de plus en plus parler des horloges, du rythme biologique, du rythme interne, du rythme circadien, on les verra tout à l'heure. Le rôle, c'est tout simplement de nous programmer dans le temps de nombreuses activités, des activités métaboliques, nerveuses, endocriniennes, permettant d'ajuster notre organisme et les organismes d'une manière générale, parce qu'il n'y a pas que la chronobiologie du sommeil chez l'être humain, on la trouve aussi dans le monde animalier, chez les insectes, et même également les plantes ont leur chronobiologie du sommeil. Cette chronobiologie va nous permettre, par exemple, dans la journée d'être actif. Donc, elle va plus travailler sur le système musculaire pour qu'on soit plus dynamique, sur la fréquence cardiaque, sur la tension artérielle, sur la vigilance, parce qu'il est important d'être vigilant pendant qu'on vit. Et puis le soir, elle va travailler sur d'autres choses. La vigilance, elle va baisser, mais on a d'autres systèmes qui se mettent en action. C'est le système métabolique, c'est le système endocrinien. On le verra tout à l'heure avec les sécrétions hormonales, et c'est également au niveau neurologique une réparation de nos cellules. La chronobiologie, comme je vous l'ai dit, détermine nos horloges. Elle est spécifique à chaque espèce, donc les humains qui sont censés vivre de jour et dormir la nuit ne vont pas avoir la même horloge ou les mêmes horloges que les chouettes, par exemple, qui vont plutôt vivre la nuit et chasser la nuit. Quand on parle de chronobiologie du sommeil, on va parler également de substances qu'on trouve dans notre corps, certaines qui sont fabriquées, d'autres qui sont le produit de dégradation, et on le verra tout à l'heure à quoi ça sert, notamment l'adénosine et la mélatonine. L'adénosine, pour ceux qui ont fait un peu de biochimie, c'est la dégradation de ce qu'on appelle l'ATP, qui est en quelque sorte l'uranium qu'utilise notre corps pour nous permettre d'être actifs dans la journée. L'adénosine, donc, c'est ce produit de dégradation de cet uranium qui va s'accumuler, qui va commencer à être produit d'une manière importante dès notre réveil, dès qu'on commence notre journée, et va s'accumuler au fur et à mesure au niveau de notre cerveau jusqu'à une quantité assez importante qui va nous faire basculer dans le sommeil, l'adénosine étant une substance hypnogène. Et puis, pendant notre sommeil, cette adénosine, on va l'utiliser de plus en plus
Et donc, on a de moins en moins d'adénosine au niveau de notre cerveau. Et puis, donc, le matin, on a très peu d'adénosine et ça va favoriser notre réveil. La mélatonine est également un neurotransmetteur et une hormone. Pourquoi une hormone? Parce qu'elle est sécrétée au niveau cérébral, au niveau par une petite glande qui se trouve au niveau des noyaux suprachiasmatiques. Bon, c'est un peu de l'anatomie, de la neuroanatomie de notre cerveau. La mélatonine est une hormone également hypnogène, donc elle ne va pas nous faire dormir, mais elle va nous permettre d'être dans des conditions de sommeil. Un peu, je la décris un peu comme une berceuse pour nous permettre d'être dans les conditions, mais son rôle également, c'est de stabiliser le sommeil pendant la nuit. Quand on parle aussi de chronobiologie du sommeil, on a les synchroniseurs externes, on les verra tout à l'heure. Tous ceux qui ont eu des enfants se souviennent que quand ils sont nés, au départ, ils faisaient des rythmes de 2 heures de dodo et 2 heures de réveil. Pendant ces réveils, ils mangeaient, ils faisaient leurs besoins, mais aussi ils avaient des phases qui communiquaient de plus en plus avec le monde extérieur. Et petit à petit, ce sommeil s'est établi, a pris un autre schéma pour avoir passé de 2 heures à 2 siestes dans la journée, puis une sieste dans la journée, puis par la suite un sommeil de nuit. Ceci est en relation aussi avec les synchroniseurs externes, donc c'est la maman qui va réveiller le petit pour lui donner le biberon, le réveil qui va sonner à 7 heures du matin pour se préparer pour aller à l'école, et ainsi de suite. Ces synchroniseurs externes sont très importants, notamment pour ceux qui sont amenés à prendre en charge les insomnies, puisqu'on se base énormément sur eux pour essayer de recaler un peu le sommeil des insomniaques. On a également la génétique. On entend de plus en plus parler des petits dormeurs, des grands dormeurs, donc c'est la génétique qui le détermine. Des gens du soir, des gens du matin, c'est également la génétique qui le détermine. Et ça, c'est des choses qui, en tout cas, personnellement, me paraissent importantes à prendre en compte quand on veut proposer à quelqu'un un poste, dans un monde idéal peut-être. Et puis, on a également l'âge, puisqu'on n'a pas les mêmes rythmes quand on est petit, quand on est adolescent, quand on est un jeune adulte, quand on est un adulte ou quand on est une personne âgée. Donc, les horloges internes, je vous ai mis un petit schéma, je ne sais pas s'il est bien clair, mais c'est plus pour vous montrer la complexité du sommeil. Il n'y a pas un centre de sommeil, il y a des centres de sommeil et ces centres-là communiquent tous les uns avec les autres, aussi bien dans la journée pour nous permettre d'être vigilants et de maîtriser plutôt le centre de sommeil, ou bien les parties qui sont hypnogènes, et la nuit pour essayer de mettre le centre de sommeil en état d'alerte, sachant que naturellement, c'est notre programmation, c'est notre évolution aussi avec le temps. Le centre d'éveil et de vigilance est beaucoup plus important que le centre de sommeil et c'est la raison pour laquelle il est très facile de faire de l'insomnie et une fois l'insomnie installée, il est très difficile de l'éliminer. Donc, le rythme circadien, c'est une horloge interne qui est imposée par un cycle de 24 heures qui est celui de notre corps, sauf que notre horloge interne n'est jamais de 24 heures. Elle est presque de 24 heures, généralement entre 24 et 25 heures, et elle a besoin d'être remise tous les jours à jour pour permettre d'avoir un sommeil normal. Cette synchronisation de l'horloge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle se fait par l'intermédiaire de beaucoup de synchroniseurs externes. Et l'un de ces premiers synchroniseurs, c'est la lumière du jour, mais aussi les lumières artificielles qu'on peut utiliser lorsque cette lumière de jour manque. On parlera tout à l'heure de la lumière et de cette fameuse mélatonine. Et dès lors qu'on a un déséquilibre entre ces deux-là, c'est des troubles de rythme circadien et ça va induire à l'apparition de nombreuses maladies. Donc, schématiquement, le rythme homéostasique, vous vous souvenez, cette fameuse adénosine, elle va remplir ce qu'on schématise par un sablier.
Donc, c'est l'activité physique, c'est l'activité intellectuelle qui va remplir ce sablier. Et puis, le soir arrivant, le sablier, il est rempli, il va se retourner et il va se vider pendant notre sommeil. Alors que le rythme circadien, on est plus calé sur le rythme du soleil. Et ce rythme-là, pour le garder bien au quotidien, il faut les synchroniseurs externes, donc des levées à des heures fixes, des couchers à des heures fixes, des repas à des heures fixes, une activité physique, une activité sociale et bien évidemment l'exposition d'une manière tout à fait correcte à la lumière. Donc le sommeil, comme je vous ai dit, c'est avant tout une histoire de mélatonine. Et ce qui m'impressionne toujours chez ces volatiles, chez les poules, c'est qu'elles sont la traduction même de la lumière et de la sécrétion de mélatonine. Dès que la lumière du jour, dès qu'il y a une lumière qui commence à apparaître, et d'ailleurs on le voit dans les élevages industriels, on met les poules dans une lumière continue, elles ne dorment pas et elles produisent tout le temps. C'est exactement ce qui se passe chez l'être humain, pas avec la même rapidité que chez les poules, mais la lumière est très importante donc pour notre stimulation cérébrale et la freination plutôt de la sécrétion de mélatonine. Tout se passe au niveau de notre rétine. Il y a quelques années, on a découvert des cellules, jusque-là, on les connaissait, mais on ne comprenait pas à quoi elles servaient. Ce n'est pas les cellules qui sont liées à la vision des couleurs. C'était des cellules qui étaient là, mais puis on ne comprenait pas à quoi elles servaient. Puis on a fini par découvrir que c'est les cellules qu'on appelle les cellules à mélanopsine. Elles ont un seul rôle, c'est d'être sensibles à la lumière bleue présente dans la lumière du jour ou dans les lumières artificielles. Elles sont stimulées par cette lumière bleue et elles vont avoir une connexion directe avec la glande pinéale pour bloquer la sécrétion de mélatonine. Ceci est très important puisque chez les personnes malvoyantes, on a constaté qu'on a des personnes malvoyantes qui, malgré le fait qu'elles ne voient pas, n'ont pas de troubles du rythme circadien parce qu'elles sont sensibles à la mélatonine, à la lumière du jour et elles ont ces cellules à mélanopsine. Et puis, on a d'autres personnes qui ont des troubles du rythme circadien, ce qu'on appelle le libre cours, ou si on les laisse comme ça, ils vont se décaler au fil des jours. Et puis, les nuits deviennent des jours et les jours deviennent des nuits. Elles manquent de cellules à mélanopsine et le traitement consiste à leur donner tout simplement de la mélatonine. Voilà, donc la mélatonine commence à être, sa sécrétion commence à être stimulée dès que la lumière du jour baisse. Elle atteint un pic, en fait, ce n'est pas réellement un pic, c'est plutôt un plateau qui est un peu large pendant la nuit, puis elle commence à diminuer progressivement pour avoir un minimum à 8 heures du matin, un minimum qui nous permet de nous réveiller à 8 heures du matin. Il ne faut pas oublier qu'à 8 heures du matin, on a notre adénosine qui a pratiquement disparu, donc ça nous permet de nous réveiller. Le taux de mélatonine atteint un taux bas aux alentours de 12-14 heures, mais ne disparaît pas. À cette heure-ci, on a l'adénosine qui a rempli à peu près à moitié notre sablier. Et le coup de barre qu'on a après le repas n'est pas lié qu'à une question de digestion, c'est aussi quelque chose de tout à fait physiologique. Et si je reviens sur cette diapo, vous voyez très bien le C, bon, c'est un peu dans l'après-midi où on peut avoir aussi ce petit coup de barre. Lumière et mélatonine, c'est en fait, plus la lumière est intense en luxe et en longueur, plus elle va donc être riche en lumière bleue et puis elle va freiner notre sécrétion de mélatonine. Combien je m'expose? Si je passe 2 petites minutes à regarder un petit truc sur mon smartphone le soir, ce n'est pas grave, mais si je regarde tout un film sur mon smartphone, sur ma tablette, là c'est beaucoup plus enquiquinant puisque je vais retarder de 2 heures minimum la sécrétion de mélatonine. Et le moment de l'exposition, ça c'est quelque chose de très important dans le monde du travail, puisque sur cela, on peut agir sur l'état des gens pour leur permettre d'avoir un meilleur rendement quand ils arrivent à leur travail. Et puis, le soir, quand ils rentrent, ou à la fin de leur durée de travail lorsqu'ils rentrent, d'être en meilleure forme pour pouvoir se reposer. On le verra tout à l'heure.
Si on fait une exposition à la lumière bleue le soir, elle va décaler notre sécrétion de mélatonine et donc notre sommeil. Par contre, si on s'expose à cette lumière bleue le matin, elle va nous permettre d'avancer notre sécrétion de mélatonine et donc notre heure d'endormissement. Ça, c'est quelque chose qu'on conseille notamment chez les gens qui voyagent pour éviter l'effet du jet lag. Je vous ai mis une petite diapo ici pour vous montrer l'intensité de la lumière bleue, par exemple, dans la lumière du jour, dans certains éclairages. Je n'ai pas mis, je crois, un ordi, même pas après, mais surtout pour vous montrer, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'éclairage LED en faible consommation. On avait au départ les lumières chaudes qui faisaient un peu tristouner parce que c'était chaud, c'était jaunâtre. Et puis, on a inventé la lumière blanche qui fait très jolie, qui fait une luminosité parfaite, sauf que, comme vous le voyez, elle est extrêmement riche en lumière bleue. Donc, vous imaginez si vous rentrez le soir chez vous ou bien si dans vos entreprises, vous avez dans les vestiaires, au moment où vos salariés vont quitter l'entreprise, ils vont se prendre plein les yeux avec de la lumière bleue et leur mélatonine, elle va être freinée pendant au moins 2 heures. Et pour trouver un sommeil de belle qualité par la suite, ça risque d'être extrêmement compliqué. Donc, l'histoire du sommeil, c'est tout simplement un équilibre permanent, quotidien, entre un rythme circadien, un rythme homéostasique. Et puis, il faut essayer de trouver le bon équilibre pour garder un sommeil de belle qualité. Est-ce qu'on dort par paresse? Beaucoup de jeunes, notamment les jeunes, le pensent. Non, je ne dors pas longtemps parce que je vais profiter de ma vie. Je faisais partie de cette mouvance au départ. Et puis, en fait, j'ai compris que le sommeil a un rôle très, très important, quel que soit son stade, à la fois physiquement, psychologiquement, mentalement, intellectuellement. Et en fait, le sommeil profond, ça nous permet de récupérer de la fatigue physique. Quand j'ai fait une journée très intense, physique, intellectuelle, surtout physique, je vais m'endormir assez rapidement et d'un sommeil qui est assez profond, qui peut durer pendant 2 heures de temps et après je vais me réveiller avec l'impression d'avoir dormi la nuit entière. C'est aussi la période pendant laquelle la sécrétion de nos hormones est la plus intense, la plus active, et c'est la période pendant laquelle notre cerveau produit le glycogène et les protéines qui sont nécessaires pour la réparation des cellules nerveuses. Ce qui est assez curieux parce que pendant le sommeil profond, quand on regarde l'électroencéphalogramme, on a l'impression qu'on est presque sur un électroencéphalogramme plat. Il est plat parce que pendant ce temps-là, par contre, nos neurones travaillent, mais pour autre chose. Le sommeil paradoxal qu'on appelait avant le sommeil des rêves, mais on rêve dans tous les stades de sommeil, il va nous permettre d'enregistrer ce qu'on a appris dans la journée, d'ancrer aussi la mémoire. On va nettoyer tout ce qui n'est pas utile sans véritablement les oublier parce qu'on va les mettre dans l'archive. Et puis, par le biais des rêves, ça va nous permettre une récupération psychologique. Quand j'ai vécu une journée psychologiquement intense ou intellectuellement intense, je peux avoir des rêves qui ne ressemblent absolument à rien, où je peux voler, je peux me retrouver au Japon et puis en 2 secondes à New York. C'est tout simplement parce que c'est mon cerveau qui essaye de résoudre des questions très complexes pour lui. Je ne peux pas trouver. Ça va? Je ne vous cache pas, quand on m'a proposé de parler de sommeil et de travail à horaires atypiques, je me suis sentie au départ un peu perdue. Puis voilà, j'ai pu comprendre aussi certaines définitions. Ce n'était pas tout à fait simple. Et je me suis aperçue qu'en réalité, je suis désolée de le dire, mais dans notre travail, dans le travail d'une manière générale avec un grand T, on voit absolument tout et je ne sais pas comment exprimer les choses, mais on a une capacité d'adaptation qui est fantastique. Dans un monde merveilleux,
les gens se lèveraient à 6 heures du matin, iraient travailler à 8 heures, rentreraient chez eux à 18 heures, et puis passeraient la nuit à se reposer et à profiter de leur nuit, à bien dormir, et recommenceraient par la suite, bien sûr, en gardant des vacances, en gardant le week-end, pour avoir une activité sociale qui est très importante. Mais malheureusement, depuis l'apparition, depuis que l'homme est sorti de la caverne, qu'il a commencé à avoir une activité, que les choses se sont mises en place, se sont développées, on a commencé à créer des horaires de travail, des horaires atypiques pour répondre à des besoins. Des fois des besoins qui paraissent logiques, d'autres fois des besoins qui peuvent nous échapper un peu, mais sans doute chacun a sa logique. Et aujourd'hui, donc beaucoup... je ne sais pas si c'est vraiment, je pense que c'est plus que 19% des salariés travaillent en horaires atypiques et 15% de nuit, en plus des intérimaires. Voilà. Donc, vous imaginez quelqu'un qui n'a pas un rythme de travail qui est normal, qui travaille la nuit, il va avoir une mise à l'épreuve de ses horloges qui sont tourmentées tout le temps, qui vont chambouler complètement notre physiologie. On va avoir énormément de difficultés à s'y adapter, beaucoup plus facilement quand on est jeune, parce que ça, c'est l'avantage de la jeunesse. Et plus on a plus que 30 ans, plus on a du mal à s'adapter. Et d'où l'intérêt, l'importance de revoir régulièrement le rythme de travail de ces salariés pour les accompagner aussi avec l'âge. Il va avoir des conséquences à différents niveaux. Ces conséquences, ils sont tout simplement liées à la perturbation de nos rythmes. Et puis, ce que j'ai mis, quand les signaux virent, on voit rouge. Quand quelqu'un commence à avoir des problèmes d'insomnie parce qu'il n'arrive plus à se synchroniser, il va commencer à avoir des problèmes de santé et qui peuvent aller jusqu'à des problèmes graves, des accidents cardiovasculaires et de l'accidentologie aussi. À tous les niveaux, il faut agir, agir et réagir. Et j'aurais dû mettre peut-être une centaine d'agir parce qu'il faut accompagner tout le temps le salarié. La prévention, c'est le meilleur remède. Et puis, quand on voit qu'il y a vraiment besoin, là, il faudra réagir pour ne pas arriver au point du non-retour. Donc, mon collègue a déjà expliquer les postes. Donc là, je parlerai plutôt des contraintes. Qui dit poste du matin dit lever précoce. Donc, on a ce qu'on appelle une dette de sommeil de fin de nuit. Sachant que le sommeil est important entre minuit et 5 heures. Vraiment, ça, c'est le sommeil qui est le plus indispensable. On le verra tout à l'heure. Il y a toutes nos hormones qui sont fabriquées à ce moment-là, ou la plupart. C'est à ce moment-là que notre corps se répare, que notre cerveau se répare, que notre mémoire se répare et que notre psychisme se répare également. Souvent, je vais être un peu fatiguée quand je rentre, donc je vais dormir à des heures qui ne sont pas nécessairement adéquates et dans des conditions qui ne le sont pas, puisqu'il fait encore jour, puisque les gamins ils jouent autour de moi. Petit à petit, ça va provoquer une dette de sommeil avec ses répercussions à la fois physiques, cognitives et sur la vigilance, puis c'est surtout l'effet cumul. Quand j'ai une dette de sommeil, de temps en temps, c'est encore gérable. Quand ça devient tous les jours et pendant des années, là, c'est tout simplement l'explosion du Vésuve. Le poste de nuit, il va plutôt nous donner une dette de sommeil de nuit, puisqu'on ne va pas dormir la partie la plus importante, donc entre minuit et 5 heures du matin. Même si j'ai mis ici que c'est vraiment important entre 3 et 5 heures, mais c'est beaucoup plus large que ça. 3 et 5 heures, c'est pour couvrir aussi les gens qui sont du soir, qui ne s'endorment jamais avant minuit. Là, on va s'endormir à des heures qui sont les heures habituelles d'éveil. Tout le monde dort, je travaille, et quand je rentre à la maison, il fait jour et je dois dormir. Et là aussi, c'est l'effet de cumul. Je vous ai mis quelques diapos, ce n'est pas pour faire compliqué, mais c'est juste pour vous dire qu'on a des hormones qui sont associées au rythme circadien, donc le rythme de 24 heures, sans aucune influence ou presque sur le rythme du sommeil. C'est notamment le cortisol qui est toujours sécrété ou presque toujours sécrété aux alentours de 6-8 heures du matin.
La nature a bien fait les choses, c'est pour nous permettre de commencer notre journée, puisqu'on le sait, le cortisol est important pour nous tenir en vie. La TSH et la mélatonine également. Par contre, on a d'autres hormones qui sont dépendantes du sommeil, notamment l'hormone de croissance. Et pour cela, on dit aux petits, va faire ta sieste pour que tu puisses grandir. Mais c'est également la prolactine, l'arénine, l'aldostérone. L'arénine, l'aldostérone, ça explique pourquoi des personnes qui ont des problèmes d'insomnie ont tendance à développer de l'hypertension artérielle. Il n'y a pas que ça, mais ça contribue. Et la prolactine, mais il y a aussi les autres hormones sexuelles également qui sont influencées et malheureusement, quand on a des troubles de sommeil, on peut avoir des problèmes de fertilité. Là, ce n'est pas pour faire compliqué non plus, mais c'est juste pour vous expliquer qu'on a des hormones donc, qui dépendent du sommeil. Je voulais surtout montrer la dernière, ce qu'on appelle OMA, qui est en fait la résistance à l'insuline et donc la prédisposition à faire du diabète. Et vous voyez très bien à gauche, quand je dors plutôt pas beaucoup, j'ai la partie sous... j'ai mangé le nom sous le graphique, qui est beaucoup plus importante que quand je dors cette nuit de 12 heures au lit. Bon, il ne faut pas dormir jusqu'à 12 heures au lit, sauf que quand on est un grand dormeur, mais il faut faire bien les choses au milieu pour éviter d'avoir des problèmes donc de tendance à faire du diabète. Tout le monde ne peut pas s'adapter à des horaires atypiques pour plusieurs facteurs. On a les facteurs individuels. Donc l'âge, je m'adapte beaucoup plus facilement à 20 ans qu'à 50 ans. Le sexe, il paraît que les hommes s'adapteraient plus que les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Les chronotypes, quelqu'un du matin, il aura beaucoup plus de facilité à s'adapter à un travail du matin que quelqu'un du matin qu'on va mettre à un travail du soir. Et l'inverse, l'existence d'une pathologie associée. Je prends l'exemple d'une insomnie. Un insomniaque qui ne dort que tôt le matin, il a intérêt plutôt à travailler le soir. On a des facteurs, ou un facteur qui est lié au rythme de travail, puisque souvent on détermine un rythme par personne. Voilà, idéalement, il faut travailler de 8 heures et plutôt dans la journée, mais plus les rythmes changent, et d'une manière rapide, ou plus la durée de travail elle est longue, que ce soit dans la journée ou le travail de nuit, plus ça prédispose à la désynchronisation. Le facteur sommeil, si j'ai déjà un problème de dette de sommeil, ça va casser complètement mon adaptation, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est un effet de cumul. Des facteurs domestiques et sociaux, si on demande à quelqu'un de travailler le matin, il a un enfant en bas âge qui ne fait pas encore ses nuits, le matin, il n'a pas dormi toutes les nuits entre les cris du bébé, le biberon et la couche, et le lendemain, il va se sentir très fatigué. Les facteurs sociaux, on le voit de plus en plus, puisque quand on sort du travail, notamment dans les grandes villes, on a aujourd'hui, pour être un peu à la mode, c'est depuis plusieurs années, on va prendre un verre avec les potes, c'est plus le cas avec l'épidémie, c'est peut-être l'un des avantages de cette épidémie. On va après aller au restaurant, on ne rentre chez soi que vers minuit, 1 heure du matin, et le lendemain matin, on doit être debout pour se prendre 2 heures d'embouteillage et être au travail à 8 heures. L'avantage de vivre dans des petites villes, voire à la campagne. Alors, quelles sont les conséquences? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je vais vous montrer, mais c'est ce que j'ai trouvé dans les études, dans les recommandations aussi. Les risques avérés, vous verrez tout à l'heure pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, on sait que des horaires atypiques vont entraîner ce genre de risque. Des troubles du sommeil avec une dette de sommeil, on l'a vu, ok. De l'accidentologie liée à cette dette de sommeil, ok. Des troubles métaboliques, donc qui dit troubles métaboliques, dit à commencer par le diabète, l'hypercholestérolémie, la prise de poids, etc., etc. Et pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce qu'en même temps, ils nous disent risque probable.
Et là, les troubles psychiques, je veux bien, les performances cognitives, je veux bien, la prise de voix, je veux bien, même si ça fait partie des troubles métaboliques. Le diabète de type 2, on l'a déjà dans les risques avérés, donc pourquoi le mettre dans les risques probables? Les risques possibles, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, l'AVC, j'espère que ça va évoluer et qu'on va faire des études beaucoup plus poussées avec les données de la science aujourd'hui pour démontrer que pratiquement on n'a que des risques avérés ou probables. Les risques possibles, quand on a fait un AVC à 50 ans, qui va nous dire est-ce que c'était les rythmes de travail, est-ce que c'est le surpoids qui est lié au rythme de travail, est-ce que c'est le diabète qui est lié au risque de travail, peut-être qui serait lié au risque de travail. La cigarette, parce que pour tenir le coup, je fume, donc c'est beaucoup plus complexe que de les classer dans des cases tout simplement. Et donc, il y avait normalement une phrase encore. Tout ceci va nous aboutir donc à une désynchronisation qui est à l'origine de toutes ces problématiques. Comme je vous ai dit, le meilleur remède, c'est la prévention. Donc, c'est là aussi le rôle de tout ce que la médecine de travail fait. Donc, la visite médicale d'embauche qui va décortiquer un peu l'historique du patient, savoir aussi s'il est motivé, parce que quand je vais faire un travail, je ne suis pas motivée, ben je vais avoir énormément de difficultés aussi à m'adapter. Malheureusement, le monde n'est pas si beau et puis beaucoup de gens vont faire le travail parce que tout simplement, c'est la seule chose qui s'offre à eux. Le chronotype, ce serait parfait de dire aussi à quelqu'un du matin, toi tu travailles le matin et le soir tu seras à la maison. Quelqu'un du soir, toi tu travailles le soir et comme ça tu vas être en pleine forme jusqu'à 1h, 2h du matin, puis après tu dormiras jusqu'à 10h le matin. Mais c'est plus compliqué. La médecine de travail, en fait, c'est vraiment l'iceberg parce que quand on voit la personne, quand la personne va parler de quelque chose, on ne parle que de la partie visible. Et c'est aussi le rôle de la médecine de travail et qui va accompagner le salarié pour creuser au fur et à mesure toute cette complexité à la fois de sommeil et de santé. La relation médecine de ville, médecine de travail, très importante. Il faut que ça soit un échange continuel dans le seul intérêt du salarié, bien évidemment. Ne jamais attendre que les choses deviennent très compliquées et complexes parce que quand on agit sur le tard, on n'arrive jamais réellement à réparer les choses. Organiser et toujours informer et former à tous les niveaux, aussi bien au niveau des chefs d'entreprise, des DRH, des organisateurs, des médecins du sommeil, des médecins de ville, mais également des salariés, parce que des fois on se dit j'ai 50 ans, c'est normal que je sois crevée. Ben non, à 50 ans, ce n'est pas normal d'être fatigué. Heureusement. Alors, pour un moindre mal, c'est quelques recettes qui me paraissent assez logiques, même si ça, c'est dans ma logique de médecin qui s'occupe du sommeil. Après, dans les autres logiques, je sais qu'elles peuvent paraître un peu impossibles. Faire des rotations rapides, soit vraiment des rotations rapides pour ne pas laisser au corps et au cerveau le temps de s'adapter, soit de faire des rotations beaucoup plus lentes, pendant lesquelles on a le temps, on va galérer pendant les 2-3 jours, puis après, on va retrouver son rythme. Et puis, par contre, à la prochaine rotation, il faut mettre un peu plus de temps. Des rotations dans le sens horaire, parce qu'on a comme ça beaucoup plus de possibilités à s'adapter. Éviter le début très tôt le matin, puisqu'on a vu que le sommeil de 5 heures est important. Donc, est-il possible de ne pas se lever avant 6 heures du matin? Je me souviens d'une dame qui travaillait à Paris, qui se levait à 4h30 pour faire le trajet, puisqu'elle habitait la campagne, jusqu'à la gare de Chartres pour prendre son train et pour arriver par la suite à son travail. Malheureusement, elle arrivait quand même une demi-heure avant le début de sa prise de poste, puisque sinon, elle n'allait pas arriver à temps. Et vous imaginez, cette dame, elle prend sa retraite et maintenant, je la vois pour des troubles du sommeil. Quand vous avez fait toute votre carrière à ce rythme-là, allez réparer les choses. Minimum 11 heures d'intervalle entre 2 postes. Qu'est-ce qui se fait?
Le code du travail l'impose, donc en général, c'est ce qui se fait. Des postes longs, les 12 heures problématiques, OK, mais à condition que les contraintes soient légères, que les pauses soient nombreuses, et ce n'est pas la pause pendant laquelle je suis tout le temps sollicitée. Donc, des pauses dans le style, une pièce dédiée à cela, où les salariés vont aller se reposer, bien sûr, pas de smartphone, pas de pollution sonore, on papote pas, on parle pas de la météo, mais tout le monde se repose. Alors, on peut faire une micro-sieste assis, on peut fermer les yeux tout simplement, on peut s'allonger, à chacun sa technique. Ça permet de recharger ses batteries et de repartir en bonne forme. Respecter toujours les horaires de repas et des pauses, c'est vraiment sacré. Alors, j'imagine que dans certains domaines, c'est beaucoup plus facile que d'autres, mais avoir des équipes qui, parce qu'on a une telle charge de travail, ne vont pas se reposer du tout ou vont se reposer très tard, le soir, elles vont être complètement défaillantes, et c'est souvent à la fin de la prise à la fin du poste qu'on a le maximum des erreurs qui peuvent apparaître. Un poste de nuit permanent si des conditions particulières et bien contrôlées, pas permanent à vie, mais sur une période de sa vie, même si on voit malheureusement des gens qui choisissent toute leur carrière en poste de nuit. Les bouchées doubles, c'est toujours faire attention, c'est-à-dire si je suis régulièrement mon salarié, là, il faut le suivre 10 fois, d'une manière 10 fois plus intense. Réduire les horaires de travail et les périodes de repos, réduction des horaires de travail. Voilà, réduire les horaires de travail et mettre des périodes de repos supplémentaires pour justement permettre aux gens de récupérer. Améliorer la restauration. Quand on a la possibilité de manger sur son bien comme il faut, de prendre plaisir, là aussi c'est un point positif. Améliorer les infrastructures, cette pauvre dame qui devait faire le parcours du combattant pour arriver à son travail, c'est un peu compliqué. Et possibilité de changer de poste. Si on commence à l'embauche du salarié en lui disant lorsque ça commencera à devenir difficile pour vous, on refera un point et on pourra vous changer de poste, là le salarié il va être content, il va être serein et il va faire le maximum pour s'adapter à son poste. Des recommandations pour des pratiques individuelles. Donc, avoir une hygiène de sommeil la meilleure. Éviter de s'exposer à des lumières fortes en fin de poste, par exemple. Gérer la consommation d'excitants. Quelqu'un qui sort de son travail en s'enfilant 3 expressos, il ne va pas pouvoir dormir par la suite. Les pauses et les siestes, il faut les faire quand on est en horaire décalé, mais c'est vraiment sacré et il faut les faire dans des bonnes conditions, c'est-à-dire je suis dans ma chambre, je suis dans le noir au calme et non pas je m'allonge pour faire ma sieste dans le salon alors que le dernier est en train de prendre son biberon, alors que les deux regardent les dessins animés. Le rituel du coucher, donc avoir toujours le même rituel, ça peut être se brosser les dents, ça peut être aller vérifier si le robinet de la salle de bain ne file pas. La sieste, c'est très important pour tous les salariés. Ça peut être une sieste de courte durée pour les horaires classiques, on n'a pas besoin nécessairement de dormir, mais juste de se reposer pour recharger un peu ses batteries, et des siestes beaucoup plus longues qui peuvent être de 1 à 2 heures pour les horaires décalés. Idéalement, les proposer aux salariés sur leur travail. Ce serait tellement bien. Des recommandations pratiques pour une bonne alimentation et une hygiène de vie, donc respecter les repas, ne pas sauter de repas, ne pas grignoter. C'est ceux qui travaillent la nuit, souvent on a tendance à manger gras et sucré. C'est presque notre corps qui le réclame, mais il faut essayer de le tenir en laisse et de manger sain. Prendre le temps de manger, bien sûr au calme et pas avec le téléphone qui bip tout le temps à côté de moi. Consommer des protéines en début de poste et peu de glucides, parce que les glucides vont nous alourdir par la suite, mais manger léger à la fin du poste ou après le poste avec des glucides, puisqu'ils vont nous permettre d'aller beaucoup plus facilement dans le sommeil. Donc, faire une collation légère avant la prise de poste du matin et du soir pour ne pas avoir l'estomac vide à ce moment-là, et pratiquer régulièrement une activité physique. C'est bon pour le corps, c'est bon pour le moral.
Voilà. J'ai voulu aussi vous parler rapidement des grandes pathologies rencontrées en médecine de sommeil, donc les insomnies. Bon, on ne parle que de ça depuis tout à l'heure. C'est avoir un sommeil insuffisant, soit en qualité, soit en quantité. Si je dors toute la nuit, mais un sommeil très, très léger parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi ou beaucoup de pollution lumineuse, c'est exactement comme si je n'ai dormi que 2 heures ou 3 heures. Et puis, l'hygiène de sommeil, c'est très, très important. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'insomnie, là, notamment en insomnie sévère. Ça peut être une insomnie aiguë. On peut tous vivre un moment d'insomnie aiguë, soit suite à un stress physique, psychologique ou autre. On l'a connu tous pendant le bac. Une insomnie aiguë, on peut la soigner. Le recours aux somnifères est autorisé pendant une courte période pour ne pas tomber dans l'insomnie chronique, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir pourquoi est cette insomnie aiguë et essayer de l'accompagner et de traiter les causes. L'insomnie peut être une insomnie d'endormissement. Je mets plus que 20 à 30 minutes à m'endormir. De milieu de nuit, je dors pendant 2 heures, puis à un moment, je me réveille ou je me réveille régulièrement. Et insomnie de nuit, j'aimerais bien me réveiller à 7 heures du matin, mais à 4 heures, je suis déjà debout. Il y a des facteurs prédisposants. Il y a certaines personnes qui vont avoir un sommeil plus fragile que d'autres. Les facteurs, donc, c'est toujours comme ça, l'insomnie. On a un facteur prédisposant. J'ai déjà un sommeil un peu fragile. Je vais vivre un épisode un peu inquiétant, un peu stressant, ça va créer mon insomnie. Et par la suite, cette insomnie, elle va perdurer dans le temps et elle va devenir une insomnie chronique. Et tout ça va nous mettre en état d'hyper-éveil. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit que dans notre chronobiologie, c'est l'hyper-éveil qui prédomine sur le sommeil. Le fameux syndrome de jambes sans repos, qui est une maladie malheureusement jusque-là méconnue, ces impatiences qu'on peut avoir au niveau des jambes qui finissent par perturber notre sommeil jusqu'à le fragmenter complètement et on finit par avoir des dettes de sommeil, une somnolence dans la journée et avoir toutes les conséquences. Ça, c'est notamment pour les médecins qui s'occupent, les médecins qui prennent en charge donc les salariés, mais aussi ceux qui ne travaillent pas, avec des critères majeurs et des critères mineurs. Le diagnostic du syndrome de jambes sans repos, c'est un diagnostic purement clinique. Il faut écouter ce que votre patient vous dit. J'ai des impatiences, des sensations bizarres. Des fois, ils les décrivent comme des crampes, mais ça n'apparaît que lorsque je suis au repos ou ça s'aggrave quand je suis au repos, surtout le soir ou dans la nuit, et ça s'atténue, voire disparaît complètement si je bouge. Le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, bien se diagnostiquer malheureusement dans la population, notamment en cardiologie. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de pathologies cardiovasculaires et de pathologies aussi neurologiques, notamment les AVC, on voit 60%, c'est des gens qui font de l'apnée du sommeil qui est souvent méconnue et on le voit également dans le diabète de type 2 puisque 45% des diabétiques de type 2 qui donc présentent aussi un syndrome métabolique sont des gens apnéiques. Ce qui se passe, c'est que pendant notre sommeil, on a un relâchement musculaire total et la langue est un muscle, donc elle va se relâcher. Elle va avoir tendance à obstruer les voies respiratoires, mais il n'y a pas que ça. Ceci va avoir donc une obstruction soit partielle qui va provoquer des ronflements et la diminution parfois de l'oxygène au niveau du sang, ou bien une obstruction totale où on n'a plus du tout d'air qui passe. Pourquoi c'est compliqué? Pour la personne qui dort à côté, c'est parce que ça ronfle et on est content lorsque l'apnée survient, mais une apnée qui survient provoque une baisse de l'oxygène dans le sang avec toutes les conséquences. Donc, on va avoir un phénomène d'hypoxémie. Lorsque la personne va reprendre un souffle, une réoxygénation qui va un peu perturber notre homéostasie interne, des fois une hypercapnie également s'y associe, des variations de la pression intrathoracique, la fragmentation du sommeil parce qu'à chaque moment qu'on a une apnée, une hypopnée avec une baisse de l'oxygène, ça envoie un signal au cerveau qui se réveille pour nous faire réveiller, sans parler du conjoint qui régulièrement vous donne des coups de pied et donc le cerveau se réveille automatiquement.
Ça va provoquer une activation du système sympathique avec toutes les conséquences, notamment en matière d'hypertension artérielle et d'accélération du rythme cardiaque, donc tachycardie, etc. Et puis, comme conséquence, donc notamment cardiovasculaire avec l'hypertension artérielle réfractaire, des troubles du rythme. Aujourd'hui, les cardiologues savent que les gens qui font de l'arythmie, notamment paroxystique, c'est probablement des gens qui font de l'apnée du sommeil, l'insuffisance cardiaque, les problèmes coronaires, la mort subite malheureusement aussi, et les AVC, on a vu à peu près 60%. Ce qui se passe, je dors, je commence à ronfler. La nuit, je vais avoir des sueurs nocturnes. Je vais me lever régulièrement pour aller uriner et ce n'est pas qu'un problème de prostate. Voilà les conséquences des troubles de la libido, des troubles de la concentration, des troubles du rendement professionnel. Voilà. Aujourd'hui, on a une clé pour notamment dépister. Bon, il y a tous ces éléments-là, mais souvent, la répercussion, c'est la somnolence diurne excessive. Et on demande aux gens, est-ce que le matin, vous avez l'impression d'avoir bien dormi ou pas? Ben, si c'est bien, tant mieux. Puis, en fait, ils vous disent, à 10 heures, j'ai besoin de prendre 2 cafés parce que j'ai un grand coup de barre et ce n'est pas normal. Voilà, donc le sommeil, c'est à la fois pour une récupération pour le corps et pour l'esprit. Il est également intéressant pour tout ce qui est sécrétion hormonale, mais aussi pour notre système immunitaire, pour notre bien-être physique, psychologique et mental. On parlera peut-être sommeil à la journée mondiale du sommeil le vendredi 15 mars, si on n'a plus les contraintes du coronavirus, mais c'est aussi une date peut-être pour échanger autour du sommeil avec les salariés, avec les patients, avec les collègues. Voilà, donc pour vous dire qu'on a repris l'activité de médecine de sommeil, on a été bloqué jusqu'à récemment et on l'a en fait reprise à partir d'aujourd'hui avec les consultations et à partir du début février avec les enregistrements, puisque on fait des enregistrements en polygraphie, en polysomnographie d'éthyl et des PME pour tester la vigilance et la somnolence dans la journée. C'est le numéro direct de notre infirmière, mais elle sera disponible qu'à partir de février. Et en attendant, il faudra contacter le secrétariat de médecine. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette... Ah, il faut que je vienne par là. D'accord, on voit. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. C'est moi qui vous remercie. Très clair. J'espère que ceux qui ont écouté ont apprécié. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions particulières qui sont remontées ou un groupe de questions peut-être qui tournaient autour Pas pour le moment. Pas pour le moment. Je n'utilise pas. D'accord. Donc, n'hésitez pas à utiliser le module Q&R, questions-réponses, pour poser vos questions si vous le désirez. C'est vrai que vous aviez raison quand vous dites que au niveau de l'environnement de repos du salarié, on s'aperçoit quand on les questionne, ils ne sont pas tous dans des environnements propices au repos diurne. Et il y a des gens, voilà, ils sont dans des appartements qui sont bruyants. Autour, ça bouge forcément, les gens vivent autour. Donc, il peut y avoir la cour d'école juste en bas de l'immeuble. Il peut y avoir un boulevard passager à côté. Et les gens ont du mal à dormir la nuit à cause de ça. Et c'est vrai que ça, c'est des critères qu'ils ne prennent pas forcément en compte quand ils commencent un travail en horaire décalé, justement. Et ça peut poser... Ah, pardon, faut que je parle plus fort. Donc ça peut poser des problèmes importants et auxquels ils ne pensent pas au départ. Et c'est vrai que quand on leur dit, ils disent, ben oui, mais là, maintenant, l'appartement que j'ai choisi, enfin, bon, ils n'ont pas choisi en fonction de ce qu'ils pouvaient dormir dans la journée. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai souci. Et la distance par rapport au travail aussi. On voit des gens qui font 1 heure de route
pour venir travailler et commencer à 5 heures du matin. Et forcément, ils se lèvent à 3 heures du matin pour partir à 4 heures de chez eux. Et forcément, ils sont en dette de sommeil très, très rapidement. Oui, c'est sans doute les personnes qui sont les plus à accompagner le plus régulièrement. Et puis, s'il y a la possibilité, à un moment où je commence à bugger, à pouvoir faire marche arrière, puis à changer aussi de fusil d'épaule. Bon, il y a quelques questions qui sont apparues. Alors, la mélatonine médicament est-elle préconisée au long cours? Oui, puisque d'une part, il n'y a pas de risque d'addiction à la mélatonine puisqu'elle est tout simplement fabriquée par notre cerveau. Et puis, des études relativement récentes, elles datent déjà d'il y a quelques années, ont démontré que la mélatonine, si je la prends un mois ou deux, elle n'a pas véritablement d'avantage. Elle ne commence à avoir ces répercussions sur l'amélioration du sommeil qu'à partir de 6 mois de traitement. Et il faut aussi la garder au moins 1 an, voire 1 an et demi ou 2 ans pour garder une stabilité et pouvoir l'arrêter. Je peux l'arrêter rapidement, donc il n'y a pas de risque de dépendance. Après, il faut aussi faire très attention entre la mélatonine qu'on trouve aujourd'hui partout dans les commerces, en fait, même au supermarché, où on a des produits à base de mélatonine. C'est des mélatonines qui n'ont pas été étudiées sur le plan pharmacologique, c'est-à-dire, je ne sais pas quand j'avale ma gélule qui contient de la mélatonine, comment elle va être distribuée au niveau du corps, alors que la mélatonine que va préparer le pharmacien, là, on a fait des études scientifiques et on sait comment elle va être distribuée. Pour autant, la mélatonine, il faut faire aussi attention, même si elle est sécrétée naturellement par notre cerveau, chez les gens qui sont sous anticoagulants, parce qu'elle pourrait potentialiser légèrement l'effet des anticoagulants et donc nécessite des fois l'adaptation du traitement quand on est sous mélatonine. Alors ensuite, il y a un autre commentaire. Merci beaucoup pour la clarté de vos explications. Merci. C'était très intéressant et formateur. Ben, je vous remercie. Une autre personne dit « Je suis migraineuse depuis de nombreuses années et régulièrement je me couche sans migraine et ma migraine se développe la nuit et le matin je me réveille avec la migraine. » Alors, la migraine, c'est quelque chose d'assez complexe parce que ça met en jeu les systèmes nerveux, le système vasculaire aussi. Quand on a un sommeil qui n'est pas de belle qualité, on peut avoir des migraines qui s'installent la nuit. Après, peut-être aussi parce qu'il y a un environnement un peu bruyant, parce que notre cerveau est stimulé par quelque chose qu'on ignore. Donc, il faut toujours faire vraiment attention à ça. Quelque chose de très, très basique. Ne pas mettre, par exemple, son smartphone dans sa chambre, le couper, le mettre en mode avion, avoir le moins d'appareils qui fonctionnent avec un Wi-Fi. Je vous donne un exemple, j'ai un vécu personnel. Avec Alexa, j'étais toute contente, je vais tout contrôler dans ma chambre du lit. Et en réalité, j'ai commencé à avoir des maux de tête, mais atroces, des nuits très agitées, alors qu'habituellement, je dors bien. Et dès lors que j'ai viré Alexa pour l'envoyer dans le salon, là, mon sommeil s'est amélioré. Donc, des fois, il faut vraiment trouver rien que la petite lumière veilleuse de la télé. Des fois, elle stimule aussi notre cerveau et peut favoriser l'apparition des migraines. Il faut toujours, dans les maux de tête, dans les migraines aussi, chercher un problème d'apnée du sommeil parce que ça en fait partie. Faut-il décaler ses repas selon ses horaires de travail? Par exemple, petit déjeuner à 6-7 heures, même si je travaille de nuit. Non, quand on travaille de nuit, on a vu qu'on prend une petite collation avant d'aller au travail et quand je rentre, il ne faut pas faire le grand repas avec une belle choucroute bien garnie parce que vous n'arriverez jamais à dormir. Donc, il faut faire un repas plutôt riche en glucides et bien évidemment éviter les excitants et tous les excitants qui se cachent un peu partout. Voilà, le fameux Coca-Cola. Il n'y a pas de pire que ça, c'est bourré de caféine. Les clémentines le matin, si je vais aller dormir après, donc c'est la vitamine C. Voilà, il faut vraiment faire attention. Non, mais il faut manger avant d'aller faire son sommeil en rentrant de son travail, mais manger léger et riche en glucides.
Un salarié ayant fait un infarctus du myocarde, faut-il lui interdire le travail de nuit? Alors, je ne sais pas si on a le droit d'interdire. Il peut y avoir des contre-indications, mais on ne peut pas interdire de principe. Je pense qu'il faut quand même savoir pourquoi d'abord il a fait cet infarctus. Est-ce qu'il est bien stabilisé? Est-ce qu'il est bien suivi? Il faut rester vigilant. Mais heureusement qu'on n'interdit pas à tous ceux qui ont fait un infarctus de faire du travail de nuit. Je pense que quelqu'un, même qui a fait un épisode d'infarctus, peut aussi travailler la nuit. Hein. Mais après, il faut qu'il soit bien stabilisé, bien suivi. Surveiller le sommeil récupérateur. Et surveiller que le sommeil, voilà, qu'il arrive à gérer son sommeil, qu'il n'y a pas de trouble du sommeil chronique associé. Là, c'est sûr que s'il avait des troubles du sommeil chronique, je ne sais pas moi, d'autres pathologies associées, du diabète ou des choses comme ça, et l'hypertension, oui, qui serait mal équilibrée, là, c'est sûr qu'il faut rediscuter l'aptitude au travail de nuit, à mon avis. Les crampes la nuit nuisent beaucoup à la qualité du sommeil. À quoi sont-elles dues? C'est le fameux syndrome de jambes sans repos. En fait, c'est tout simplement une histoire de mauvaise analyse d'un message envoyé par nos jambes quand on est au repos, lié à un problème de dopamine au niveau, bon, ça c'est des choses un peu anatomiques, dans ce qu'on appelle la corne postérieure, c'est au niveau de notre moelle. Et ce message, il est mal interprété, l'information arrive mal, et on a donc ce ressenti qui est désagréable, qui nous pousse à aller se lever, à aller bouger. Quand c'est pas très... Alors, bien évidemment, il faut aussi éliminer ce qu'on appelle le syndrome de jambes sans repos secondaire. Donc, quand on a du diabète, on peut en faire. Quand on a de l'hypothyroïdie, on peut en faire. De l'insuffisance rénale. Un taux de le fer, notamment chez les femmes. Voilà, il faut toujours regarder la ferritine chez une femme qui se plaint de syndrome de jambes sans repos, mais pas que chez les femmes, bien évidemment. Et alors qu'on pense que la ferritine, elle est normale aux alentours de 50, pas quand on a un syndrome de jambes sans repos, où là, il faut être beaucoup plus au-dessus, puisque le fer, il va passer dans ce qu'on appelle le liquide encéphalorachidien, et c'est lui aussi qui va participer à la régularisation de cet influx. Voilà, vérifier tout cela. Quand ça commence, des choses toutes simples, bon... s'asperger les jambes avec de l'eau froide, ce n'est pas très agréable quand c'est l'hiver, mais c'est quand même, ça vous permet de passer une meilleure nuit. Éviter les chambres qui sont trop chauffées, éviter les lits et les matelas qui sont chauffants, ça c'est très bien quand on n'a pas de soucis, mais ça devient très problématique quand on a un syndrome de jambes sans repos. Et puis quand ça devient très enquiquinant, il faut malheureusement passer par les traitements médicamenteux. Et juste pour préciser, surtout chez les gens qui sont sous traitement ou à qui on va proposer un traitement, c'est des traitements à base de dopamine, exactement ce qu'on donne à la maladie de Parkinson. Ça n'a absolument rien à voir avec la maladie de Parkinson. Et ce n'est pas parce qu'on a un syndrome de jambes sans repos qu'on deviendra un jour parkinsonien. C'est deux choses complètement différentes. Est-ce que vous proposez des programmes de rééducation du sommeil? Alors, malheureusement, non. Des programmes, c'est un accompagnement, en fait, une espèce de protocole qui est mis avec le patient, qui est réévalué régulièrement. Non, pourquoi? Parce qu'on a des centres qui sont des centres de rééducation de sommeil. J'ai oublié le nom, c'est dans la région, c'est en Gironde, par exemple, où là, on va faire 3 semaines en immersion totale pour essayer d'avoir une belle qualité de sommeil. Donc, les contraintes sont telles qu'on n'a pas la possibilité de mettre ça en place et c'est des centres spécialisés dans la rééducation du sommeil qui ne font que ça. Donc, il y a des centres qui le proposent. Oui, il y a des centres cures de 3 semaines. Voilà, c'est des cures de 3 semaines, d'un peu moins, d'un peu plus, et notamment chez les gens qui sont, par exemple, en libre cours, c'est-à-dire c'est des gens qui vont se lever aujourd'hui à 8 h, demain à 9 h, et donc ils vont se décaler régulièrement au fil des jours. J'ai oublié le nom de ce scientifique qui a fait cette étude. C'était le premier à avoir fait cette étude où il s'était enfermé pendant je ne sais combien de temps dans une grotte. Et c'est là où on a découvert vraiment le rythme libre cours.
Et oui, donc ces centres, ils vont accompagner les patients aussi bien dans le rythme de leur sommeil. Donc des fois, c'est des choses qui sont assez rudes. On va vous empêcher de dormir, mais du tout, de dormir 0 seconde pendant 24 heures ou 36 heures pour vous permettre de vous recaler. Voilà. Et puis des fois, souvent, c'est beaucoup plus soft. Puis on a vu aussi que le manque de sommeil, on l'a vu quand même dans un des accidents là qu'il y a eu, en fait, on pense que le manque de sommeil de façon chronique avait induit une bouffée délirante. Et oui. Oui, parce que justement, le cerveau n'a pas le temps de récupérer pendant le sommeil paradoxal sur le plan psychologique. Et c'est la raison pour laquelle, quand on ne dort pas bien pendant 2-3 nuits, le lendemain, on n'est pas bien, on va engueuler tout le monde. Et puis, si ça dure avec le temps, ça peut provoquer des problématiques sociales, conjugales, professionnelles, voire des maladies psychiatriques. Il faut qu'on soit plus vigilant là-dessus. Quel est votre avis sur le risque cancer du sein et travail de nuit? Aujourd'hui, on sait très bien que le travail de nuit est un facteur de risque du cancer du sein. Et d'autres cancers. Et d'autres cancers. Prostate et voilà. côlon. Oui, c'est vrai qu'on oublie souvent les pense, autres. Il y a aussi prostate et côlon. Oui. Il est classé par le CIRC, qui est le Centre international de classe de CIRC, le Centre international de reconnaissance du cancer, voilà, de recherche sur le cancer, et il est classé 2A, donc au 2e niveau. Oui. Donc c'est probable, on va dire, très probable. Et cette classification ne s'impose pas en Europe, puisque l'Europe a sa propre classification, et pour l'instant, elle ne s'est pas prononcée. Par contre, au Danemark, notamment, ils font des reconnaissances de maladies professionnelles de cancer du sein, côlon et prostate par l'équivalent chez nous du C2RMP, qui est le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. C'est un comité qui existe pour reconnaître des maladies qui ne sont pas inscrites forcément sur un tableau. Voilà. Et est-ce que ces personnes ont un suivi beaucoup plus régulier pour ces pathologies ou pas spécifiquement? Disons qu'on ne fait pas plus de suivi. Par exemple, une femme qui travaillerait de nuit, on ne fait pas plus de suivi, mais par contre, on lui dit, faites-vous suivre. Alors, faites au moins le suivi préconisé. On fait un courrier. Et on fait un courrier au gynéco et au médecin traitant qui existe, puisque ça sont des recommandations aussi de la HAS là-dessus. Et on lui dit, parce que c'est un petit sur-risque, hein, c'est pas non plus, c'est pas l'amiante et le cancer du poumon, hein, c'est pas de cet ordre-là, hein, c'est un petit sur-risque, mais un sur-risque qui existe, et donc ça nécessite au moins d'être suivi, d'avoir le suivi habituel. Voilà. Et d'autant plus s'il y a des antécédents familiaux, je veux dire. Et quand les femmes ont des antécédents personnels, en général, on aime bien qu'elles arrêtent de faire ces alternances de rythme. Quand c'est possible, on essaye le plus possible de les soustraire au risque de travail de nuit quand elles reviennent après un cancer du sein. D'accord. Mais là, je trouve qu'il y aurait une grosse information à faire auprès des employeurs. Oui. Les services RH. Alors, ensuite, quelle solution vous proposez contre le ronflement? Une sorte de prothèse existe-t-il? Vous changez de chambre. Chambre seule. Alors, oui, déjà, il faut savoir si le ronflement est quelque chose qui va être à l'origine de répercussions, c'est-à-dire, est-ce que je ronfle parce que mes voies respiratoires se referment et entraînent une baisse de l'oxygène dans le sang, ce qui rentre dans la définition du syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil et donc qui nécessite d'avoir un traitement particulier. Soit c'est un ronflement qui est simple, et là, il faut savoir, est-ce que je ronfle sur le dos? Beaucoup de gens ronflent sur le dos, donc un traitement positionnel simple peut résoudre le problème. Il y a aussi le recours à ce qu'on appelle les orthèses d'avancée mandibulaire qui c'est une espèce d'orthèse qu'on va mettre dans la bouche et qui va avancer vers le devant notre mâchoire inférieure pour augmenter l'espace à l'arrière et limiter le ronflement. Dans les ronflements simples, elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Et puis, pour avoir ce genre de traitement, il faut avant tout avoir une structure dentaire de qualité parce que vous imaginez, vous allez faire une pression sur les dents, donc ça va finir par les faire bouger. Quand on a investi 10-15 000 euros dans des soins dentaires, ce serait dommage quand même de les abîmer en 2 ans.
Après, c'est vrai que beaucoup de gens ronflent sur le dos. Bon, ils ne peuvent pas le savoir, mais quand on fait des polygraphies, pas des polysomnos, des polygraphies, donc c'est beaucoup plus simple, on s'aperçoit de cela. Ce soir, j'ai lu une polygraphie avant de venir. La dame, elle ne ronfle que quand elle est sur le dos. Donc, la solution dans ce cas-là, et elle fait aussi quelques apnées, ce n'est pas énorme, mais quelques apnées quand elle est sur le dos. Au lieu de la charger par un traitement lourd, il suffit qu'elle évite de dormir sur le dos. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont bien compris ça, qui fabriquent des espèces de sacs à dos, en quelque sorte. Donc, on va enfiler pour avoir le bourrelet dans le dos et à chaque fois que je me retourne, je vais être gênée et indirectement, je finis par adapter mon sommeil et toujours dormir sur le côté. Ça coûte entre 120 et 150 €. Puis j'ai un jour un patient, il y a déjà plusieurs années, qui m'avait dit simplement qu'il a trouvé la solution sans débourser pratiquement de sous. C'est son épouse plutôt qui a trouvé la solution puisqu'elle lui a proposé de porter son soutien-gorge inversé en mettant une balle de tennis au niveau d'un bonnet. Et comme ça, à chaque fois qu'il se mettait sur le dos, il était gêné, indirectement il revenait, et comme ça, il a résolu le problème du ronflement, et c'est surtout elle qui avait résolu le problème puisqu'elle ne dormait pas. Après, il y a des ronflements liés à des végétations, à des amygdales, donc là, le traitement de la cause permet de les éliminer aussi. Une autre question. Je travaille 2 jours. Je n'ai aucun souci autour de moi pour dormir. En revanche, je n'arrive pas à dormir plus de 2 ou 3 heures cumulées. Qu'en pensez-vous? De nuit? Donc, oui, à mon avis, c'est quelqu'un qui ne dort pas plus de 2 ou 3 heures cumulées d'affilée. Alors, peut-être, il faut savoir, est-ce que déjà ça vous fatigue? Est-ce que vous avez l'impression d'être en manque de sommeil, votre état physique faible? Peut-être que vous faites partie de ces petits dormeurs, mais normalement, un petit dormeur, c'est plus 4 heures que 3 heures. Voilà. Après, il y a des gens qui pensent qu'ils ne dorment pas, ou au moins une partie de la nuit, et quand on les enregistre et qu'on leur demande le lendemain, est-ce que vous avez dormi? Ils disent, oui, j'ai dormi jusqu'à, par exemple, 2 heures du matin, puis après, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, alors que sur l'électroencéphalogramme, on voit très bien qu'ils ont dormi. Ça peut être un sommeil léger ou un sommeil moyen qui est vécu comme un sommeil, comme le fait de ne pas dormir. Voilà, donc il faut vraiment analyser la situation, savoir est-ce que ça vous fatigue, est-ce qu'il y a des répercussions le lendemain, et si oui, essayez d'analyser ça beaucoup plus profondément. Par contre, pour cette personne, on pourrait lui conseiller de venir vous voir. Par exemple, parce que 3 heures par nuit, c'est quand même pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. C'est préoccupant. Exactement. Après, notre président ne dort que 4 heures par nuit. Napoléon ne dormait que 4 heures par nuit. Churchill ne dormait que 4 heures. Ils ont des chances d'avoir des journées de 20 heures devant eux. Exactement. Alors, selon vous, vaut-il mieux avoir une usine qui fonctionne avec des postes fixes 5h, 13h et 13h, 21h, sans rotation d'une semaine à l'autre, qui permet d'avoir des heures de sommeil fixes, ou avec rotation? C'est-à-dire qu'on ne travaille pas la nuit, dans tous les cas? Oui, donc ça, c'est des 2-8. En 2-8. Les 2-8. Fixe ou tournant. Fixe ou rotation. Alors, idéalement, je ne saurais pas vous dire, ça dépend du chronotype de vos salariés. Si vous mettez le matin les gens du matin et le soir les gens du soir, c'est parfait pour tout le monde. Voilà, après, c'est des choses à étudier vraiment en fonction de chaque personne. Le choix du travail est vraiment quelque chose de très personnel. Le sommeil, c'est très personnel. Après, quand c'est très compliqué, oui, autant faire des roulements si les salariés ne sont pas obligés de se lever à 5h ou 6h du matin pour commencer leur travail. Après, les rotations sont souvent une semaine. Ils sont une semaine du matin, souvent. Une semaine de l'après-midi. Ce n'est pas dramatique, puisque le soir, ils vont avoir le temps de se reposer. Après, c'est toujours plus compliqué, puisque dans le lot, il y aura peut-être, dans le lot du soir, il y aura peut-être 10 chronotypes du soir et 2 du matin. Les 2 du matin, ils vont galérer pour tolérer le poste du soir. Donc, ils vont tirer un peu sur la corde à la fin de la journée. Après, l'avantage dans ce cas-là, c'est qu'ils vont récupérer la semaine suivante, et c'est un peu la même chose pour ceux qui sont du soir. Si on peut décaler un petit peu l'horaire du début du matin. Idéalement, ça, ce serait vraiment l'idéal. La ménopause a-t-elle des effets sur le sommeil?
Beaucoup de salariés se plaignent d'insomnie. Alors, la ménopause, oui, a beaucoup de répercussions sur le sommeil, à commencer par les bouffées de chaleur qu'on peut avoir, puisque la chaleur corporelle monte. Et entre autres, hein, parce que c'est comme à l'adolescence, à la puberté, notre corps vit tout un chamboulement de choses. Et en plus de ces bouffées de chaleur qui peuvent, lui, perturber le sommeil. Après, il y a aussi la part psychologique qui est quelque chose de complètement subconscient, puisque là aussi, le psychisme, c'est en rapport avec les sécrétions. On a moins d'hormones, on a beaucoup plus d'hormones stimulatrices, mais on n'a pas de réponse en bas. Les hormones stimulatrices se passent au cerveau, tout ça communique ensemble, et ça va détraquer le système et participer aux insomnies aussi. Donc, pour limiter au maximum le mal, voir votre médecin pour qu'il vous mette un traitement pour calmer, par exemple, les bouffées de chaleur si vous en avez. Éviter tout ce qui est bain chaud, repas lourd le soir, une chambre qui soit à température acceptable, je ne vous dirais même pas 18 degrés. Allez, on va dire entre 19 et 20, et des conditions optimales pour avoir un sommeil de belle qualité. Après, la ménopause qui les réveille souvent, c'est la bouffée de chaleur. C'est souvent les bouffées de chaleur, oui. Après, ça finit par passer. Alors, il y a une question un peu plus personnelle, mais peut-être vous pouvez répondre. Il m'est plus facile de m'endormir lors de ma sieste après le déjeuner plutôt que le soir dans mon lit. Bien que j'ai depuis toujours des problèmes d'endormissement le soir, qu'en pensez-vous ? Alors, le problème de l'insomnie chronique est le plus grand problème quand on prend en charge des maladies de sommeil, parce que au-delà, alors d'une part, quand je dors, quand je fais la sieste, je suis tellement lessivée que je suis obligée de faire la sieste. Sauf que cette sieste, elle va vider un peu mon sablier et de l'adénosine, et je vais avoir beaucoup plus de difficultés à m'endormir le soir. Mais plus que cela, dans l'insomnie chronique, s'installe la peur de la nuit, la détestation du lit, parce que je sais que je vais me mettre dans le lit, puis je vais chercher le sommeil pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et je n'arriverai pas à dormir. Et en fait, c'est cette relation de conflit, de détestation qui fait qu'on est en état d'éveil permanent. Donc, c'est assez habituel dans les insomnies chroniques. Et puis, il faut toujours partir à l'origine de l'insomnie. Pourquoi l'insomnie s'est installée? Et des fois, on trouve beaucoup de surprises. Donc, c'est pour cela, moi, dans la prise en charge de l'insomnie chronique, je me fais aider par des psychiatres, des psychologues, des fois même avec des séances d'hypnose. Je ne la fais pas, je n'ai pas le savoir-faire pour faire de l'hypnose, mais je les adresse à des collègues qui vont travailler régulièrement avec eux sur de l'hypnose pour aller creuser, pour les aider à aller creuser jusqu'à l'origine de cette insomnie et trouver des solutions. Moi, j'ai reçu une question concernant les besoins de sommeil. Sont-ils variables en fonction des saisons, compte tenu du fait que la lumière naturelle n'est pas la même en hiver qu'en été, la quantité de lumière que l'on reçoit? Est-ce qu'il y a un impact sur le besoin de sommeil en fonction des saisons? Oui, c'est pour cela on a tendance à dormir un peu plus quand il fait l'hiver. Tout simplement parce qu'on a une activité physique qui est souvent moins importante. C'est-à-dire, pour ceux qui font par exemple du jogging, s'ils vont courir tous les jours en été, ils vont courir 1 fois par semaine, et encore, on trouvera toujours les prétextes quand il fait froid. On a aussi des repas qui sont beaucoup plus lourds. Donc, la tartiflette avec 35 degrés, ça passe pas. Par contre, la salade, oui. Et quand on mange lourd, ça alourdit le corps, même si ce n'est pas un sommeil de belle qualité. La nature a bien fait des choses aussi. Ça nous permet de nous préserver notre énergie. C'est pour cela qu'on dort beaucoup plus. C'est pour cela aussi on a des mammifères qui hibernent. C'est pour préserver. Donc, c'est tout à fait normal. Et puis, on a aussi tendance à se réveiller avec la lumière du jour. Exactement. Alors, oui et non, parce que si on veut être dans des conditions optimales de sommeil, on ne devrait pas avoir de la lumière qui rentre dans sa chambre. Donc, c'est le noir total.
parce que rien que la pollution lumineuse qu'on peut avoir avec les étoiles, avec les villes, avec la pleine lune, ça perturbe. Donc, c'est le noir total, le silence total, si c'est possible. Et les gens qui vivent dans des appartements, par exemple, faut leur conseiller d'utiliser les boules pièces pour limiter au maximum. Une température pas très chaude, donc on dit idéalement entre 18, voilà, 18-19. Moi, je ne pourrais pas dormir avec 18, donc c'est pour cela que je dis, même si vous avez 19 ou 20, ce n'est pas dramatique. Voilà. Et les volets fermés. Les volets fermés. Il faut se mettre dans les conditions. Voilà. Et des choses toutes simples, par exemple, justement, ce que je disais, la petite veilleuse de la télé, la couper, donc on coupe à l'interrupteur. On a beaucoup aujourd'hui de radio-réveil lumineux, il n'y a pas pire que ça, parce que même si j'ai les yeux fermés, le cerveau est continuellement sollicité. Donc, les coucher ou tout simplement mettre son téléphone en mode avion et puis le programmer pour le réveil. Donc, les personnes vous remercient pour vos réponses et pour votre intervention. Il y a eu plusieurs commentaires. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous aussi de nous avoir permis de parler sommeil et travail ce soir. Oui, c'était important. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, c'est fini. On fait le tour des questions. D'accord. On va pouvoir conclure et vous laisser. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est vrai, je pense que ça a répondu à beaucoup de questions. Et puis nous, ça nous a aussi interrogés en tant que médecin du travail, en tant que service de santé au travail, puisque ça met le doigt sur le fait que la prévention primaire dans l'entreprise est primordiale pour anticiper les problèmes de santé que pourraient avoir les salariés, parce qu'il n'y a pas que les salariés à convaincre et à suivre, il y a aussi les chefs d'entreprise, les représentants des salariés, puisque dans les discussions, dans les négociations des horaires, le risque santé ne rentre pas assez en compte, on n'en tient pas compte assez. On tient plus compte des problèmes sociaux. Je vais rentrer plus tard, je ne pourrais pas voir le film du soir, ou c'est pas grave, si je peux faire une double journée en une, parce que je peux restaurer ma maison, je peux faire une autre activité de sport ou qui me convient. Donc, il faut quand même que, à mon avis, il faut que nous, on joue notre rôle de prévention primaire, d'information des salariés, des chefs d'entreprise et des représentants de chacun. Voilà. Je pense que là, on a une place à avoir très, très importante. Et puis, donc, il faut qu'on puisse avoir des relations médicales, on va dire, pour quand on commence à suspecter un début de désynchronisation ou de problèmes récurrents liés au sommeil, qu'on puisse vous les adresser pour essayer de faire un diagnostic et essayer de mettre en place éventuellement un traitement pour éviter d'arriver au pire, qui est la désynchronisation, parce qu'on a vu des tableaux quand même assez dramatiques. Et en général, quelqu'un qui a fait une désynchronisation, il s'en remet très, très difficilement. Exactement. Et on est obligé, bien sûr, de le soustraire au risque du travail alternant de nuit. Mais même, il met plusieurs mois à s'en remettre quand il s'en remet complètement. Donc ça, c'est vrai que ça a des conséquences très, très graves quelquefois. Je trouve que ça pourrait vraiment être intéressant d'organiser un autre webinaire à destination des employeurs. Oui, des employeurs, je pense. Et il faut bien qu'ils prennent conscience que dormir, ce n'est pas perdre du temps. Que dormir, c'est la nuit. Travailler la nuit, ce n'est pas naturel pour un être humain. On n'est pas programmé pour ça. Et non, mais comme tu dis, parfois, c'est les employeurs aussi, pas les salariés. Oui, bien sûr. Quelquefois, le frein est plus par les salariés, parce qu'il y a d'autres... Dans le décalage, il y a aussi des avantages aussi qui arrivent, bon, bien sûr financiers, mais il y a aussi des avantages sociaux, de relations sociales différentes. Les infirmières, par exemple, à l'hôpital, aiment bien travailler la nuit parce qu'elles peuvent s'occuper de leurs enfants dans la journée, ça coûte moins cher en nounou. Enfin bon, il y a plusieurs raisons à ça. Oui. Donc, il y a des bénéfices secondaires et le facteur santé passe après. Très souvent. C'est vrai que tu as cité tout à l'heure, mais moi j'ai eu une entreprise où ils ont négocié les horaires et ils ont adapté l'équipe du soir, l'après-midi, pour qu'elle puisse être rentrée pour regarder le film. Voilà.
Et du coup, il démarrait beaucoup plus tôt le matin. Voilà. Oui, c'est dommage, parce que c'est des petits bénéfices immédiats, Tout à alors fait. qu'une fois on a un problème de santé, c'est très très difficile d'intervenir. On voit aussi des rotations à l'envers, anti-horaires, puisque vous parliez des rotations qu'il fallait mieux les faire dans le sens horaire. Et on voyait des rotations anti-horaires, et quand on creusait, c'était parce que au bout de X cycles, 4 cycles, 5 cycles, on avait un grand week-end de plus. Donc, les salariés ont préféré avoir ce type d'horaire. Donc, il y a plusieurs... Je pense que cette clinique du sommeil est encore trop méconnue. La médecine du sommeil, d'une manière générale, c'est vrai que c'est une science qui est quand même récente, elle est toute jeune, on fait des avancées de plus en plus et chaque année, on découvre des choses qui sont formidables. C'est vraiment de la science-fiction en quelque sorte et on pensait, à commencer par moi, que le sommeil c'était inutile. Moi je disais, pourquoi dormir? J'étais la première, je dormais que 4 heures par nuit. Un jour, on fera le sommeil éternel, mais en réalité pas du tout. Donc ça, on le voit aujourd'hui chez les jeunes qui veulent vivre à 200 à l'heure. Et puis, on arrive à 30 ans, on commence à tirer, puis en fait, les conséquences s'installent très, très vite par la suite. Et puis, pour les employeurs, leur dire que quand vous avez des salariés qui sont en pleine forme, c'est la productivité qui est plus importante, c'est l'accidentologie qui est moins diminuée au maximum, et c'est surtout, finalement, un épanouissement général de tout le monde. Un salarié qui va avoir une dette de sommeil, même s'il fait un week-end prolongé, il va mettre son week-end à essayer de se reposer, il va s'engueuler avec sa famille, et en fin de compte, tout le monde est perdant. Tout à fait. C'est ce que j'appelle le monde merveilleux. Il y avait un professeur de médecine, je ne sais plus son nom, qui disait qu'en fin de compte, un travailleur de nuit devait avoir une hygiène de vie à peu près identique à celle d'un sportif de haut niveau. Exactement. Voilà. Donc, on est à peu près dans ces considérations-là. À tel point, c'est important de bien manger, dormir à heure fixe. Oui. Parce que c'est vrai que pendant le sommeil, notre cerveau travaille beaucoup, vous nous l'avez montré. On n'a pas l'air de travailler, mais le cerveau, lui, il fonctionne et notre organisme fonctionne aussi. À tout moment, pendant le sommeil, ce que je disais, j'aurais dû vous montrer peut-être des enregistrements. Ce qui est assez impressionnant, c'est par exemple pendant le sommeil paradoxal, c'est pour cela que je parlais dans les définitions de l'activité musculaire qui est aboulie. Le sommeil paradoxal, on a une activité cérébrale qui est identique à celle de l'éveil. Donc, le cerveau, il fonctionne à fond pour résoudre des équations pas possibles. Et pendant le sommeil profond, alors qu'il a une activité quasi plate, il fonctionne aussi à fond pour produire les substances nécessaires pour sa réparation. Donc, oui, c'est plus qu'important le sommeil. Ça, c'est quelque chose à commencer en fait à éduquer aux tout petits dans les écoles, même dans les crèches. Faire dormir les enfants, ce n'est pas inutile, c'est plus que précieux. Et les mettre dans les belles conditions aussi, ça c'est très très important. Puisque les petits insomniaques seront un jour les grands insomniaques avec toutes les problématiques aussi. Oui, vous pensez qu'il y a un lien entre un bébé qui dort très peu, qui a un sommeil agité, et après l'adulte? Oui. Et on le voit aussi, les enfants de familles d'insomniaques deviennent souvent insomniaques. Soit jeunes, soit il suffit d'avoir quelque chose dans la vie, ça va complètement détraquer leur sommeil, ils auront beaucoup de difficultés à le récupérer. Donc oui, dormir bien comme il faut, les synchroniseurs, ça c'est très important. Donc si on laissait son bébé abandonné depuis sa naissance, il va faire peut-être un peu comme Tarzan, même si Tarzan, on s'est occupé de lui. C'était l'ours, non, c'était la panthère, je ne sais plus qui s'était occupé de lui. Cet enfant, il n'apprendra jamais les synchroniseurs, donc il va se lever quand il veut. C'est ce qu'on voit chez les adolescents, par exemple, qui vont rester à jouer avec leur PS 4 ou 5 jusqu'à 5 heures du matin, et puis après, ils vont dormir jusqu'à 14 heures. Et c'est comme ça qu'on se désynchronise. C'est important.
Bien, ben merci beaucoup. C'est moi qui vous Merci. remercie. Et puis, je pense qu'il y a encore d'autres thèmes à aborder une prochaine fois. Merci, bien sûr, à Véronique Roll, qui a été à l'initiative quand même de cette soirée. Donc, merci beaucoup. Et puis, tu as été active dans la préparation. Et puis, bien sûr, merci aussi à Claire, hein, puisque notre efficace Claire, chargée de communication, qui, elle, a tout organisé. Donc, merci beaucoup, parce que ça s'est, je pense, bien passé, de mon humble avis. Et donc, on va vous donner rendez-vous pour un autre thème, une autre soirée à thème. Je ne sais pas, enfin, on n'a pas la date, on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi, parce qu'on n'a pas d'autres thèmes, enfin, on a quelques idées quand même, mais on n'a pas défini un thème, un prochain thème. Donc, voilà, une prochaine fois, on fera de la pub sur notre site, par voie mail, LinkedIn et ainsi de suite. Tous les réseaux sociaux seront mobilisés. Et si, bien sûr, vous avez des thèmes à nous soumettre ou à nous proposer, eh bien, ce sera avec plaisir qu'on recevra vos propositions. Alors, Voilà. il y a encore un commentaire. Très bonne soirée et bonne nuit. Merci pour cette belle rencontre. Mes ados et moi sommes conquis. Merci beaucoup. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Et puis, bien sûr, comme disait le commentaire, là, je vous souhaite une bonne nuit de sommeil. Voilà, au revoir.